Alors, chers collègues, donc il s'agit de prendre acte du rapport annuel de situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, qui, comme chaque année, est construit autour de deux volets. Le premier lié aux politiques régionales. La région a inscrit l'égalité comme principe structurant de son action publique et ce rapport en donne une traduction concrète. Ce premier volet du rapport met en lumière donc un certain nombre d'initiatives mises en œuvre ou soutenues par la région pour promouvoir l'égalité. Alors évidemment, chaque année, le choix de focus différents permet de valoriser la diversité des actions et je tiens à remercier les collègues en délégation et les services pour leur mobilisation et leur contribution à cet exercice. Le second volet décline les actions mises en œuvre dans le cadre du plan d'action pour l'égalité professionnelle dans la collectivité, avec un index qui atteint 89 sur 100 en 2025 contre 69 sur 100 en 2024, une progression qui est supérieure à l'objectif qui était fixé pour 2027 à 75 sur 100 et qui résulte des mesures mises en place par la collectivité, Madame la DGS, pour rétablir les écarts entre femmes et hommes, en particulier dans la promotion interne. Je tenais à le souligner. Mais je souhaite m'attarder plus particulièrement sur la première partie du rapport qui s'appuie sur les trois axes majeurs que nous avions identifiés au moment du vote de la stratégie régionale en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes adoptée en 2023. Donc, premièrement, diffuser la culture de l'égalité entre les femmes et les hommes. Deuxièmement, promouvoir, favoriser l'autonomie des femmes. Et enfin, prévenir les violences sexistes et sexuelles. Alors, s'agissant du premier axe, porter le plaidoyer pour une culture commune de l'égalité, cela s'est traduit cette année par le lancement du déploiement du langage égalitaire dans l'ensemble des documents produits par la collectivité, qu'ils soient internes ou externes, via, entre autres choses, la diffusion d'un guide pratique pour le langage égalitaire. Cela s'est traduit aussi par le lancement de l'expérimentation de l'approche intégrée dans 4 politiques publiques, les sports, la culture, l'orientation et la formation professionnelle. L'enjeu, c'est clairement de dépasser une logique de mesures ponctuelles, sectorielles, pour inscrire durablement l'égalité femmes-hommes à toutes les étapes des politiques, depuis leur conception jusqu'à leur évaluation. Diffuser une culture de l'égalité, eh bien, cela suppose de mobiliser les partenaires de la région, d'être moteur et d'être dans une dynamique qui encourage une prise en compte systématique des enjeux de l'égalité. C'est ce que nous faisons aux côtés du mouvement associatif et qui a été porté en juin dernier à l'occasion notamment des assises régionales de la vie associative. C'est aussi ce que nous faisons en inscrivant des objectifs de réduction des inégalités dans l'accès à certains financements de politiques régionales ou de projets. Plusieurs exemples sont présentés dans le rapport. J'en citerai un. Alors que les scientifiques états-uniens doivent désormais bannir les mots « femmes »,« égalité »,« équité »,« stéréotypes »,« inclusion », et bien d'autres mots encore de leur programme de recherche, s'ils ne veulent pas perdre leurs subventions, la région Centre-Val de Loire, et je regarde Anne Beignet, a choisi d'élargir les thématiques de l'appel à projet de recherche d'intérêt régional 2025, pour lequel la région consacre un budget total de 4 400 000 € à trois nouveaux axes prioritaires, le travail invisible des femmes, la mixité des métiers et l'autonomisation des femmes. S'agissant du deuxième axe, pour l'autonomie des femmes et l'accès aux droits, l'autonomie financière des femmes est évidemment indispensable à leur émancipation. Or, selon le calcul annuel réalisé par le collectif Les Glorieuses, depuis le 10 novembre dernier, les femmes travaillent gratuitement en France. Dans notre région, comme au niveau national, les salaires des femmes restent inférieurs à ceux des hommes, même à catégories socio-professionnelles et temps de travail identiques. Et malheureusement, les écarts continuent de stagner. Je vous avais déjà donné ces chiffres, mais il est très, très parlant. Selon l'INSEE Centre-Val de Loire, en 2024, le salaire annuel net moyen des femmes est inférieur de 4 000 € à celui des hommes, à temps de travail équivalent. Donc, sur 30 ans de carrière, vous imaginez, ça fait 120 000 €.
L'écart se creuse après l'arrivée du premier enfant parce que nous n'avons pas progressé sur le partage des tâches domestiques et parentales et parce que 85% des chefs de famille monoparentales sont des femmes. Une réalité qui s'ajoute à d'autres, qui sont autant de freins à l'égalité professionnelle. Les femmes restent limitées par le plafond de verre. Parmi les 1% des postes les mieux rémunérés, on ne compte que 24% de femmes. Elles restent sous-représentées dans les secteurs les plus rémunérateurs et elles ne représentent par exemple qu'un quart des ingénieurs et cadres informatiques. Le 19 novembre 2024 ont eu lieu dans cet hémicycle les premières rencontres régionales pour l'égalité entre les femmes et les hommes, justement axées pour cette première édition sur la thématique du numérique et sur les enjeux de la féminisation du secteur. Alors face à ces réalités, eh bien, nous ne restons pas inertes. Accès à l'emploi, à la formation, insertion et entrepreneuriat, la région agit dans le cadre de ses responsabilités. En matière d'orientation, elle agit auprès des jeunes en mobilisant les acteurs du service public de l'orientation, les collèges et les lycées. Plus de 2000 jeunes touchés par des actions cette année pour découvrir des métiers, déconstruire les stéréotypes de genre, encourager un choix d'orientation complètement libéré des représentations de genre, pour la mixité professionnelle, avec des initiatives qui visent à encourager les filles à choisir des filières scientifiques, technologiques, dans les secteurs économiques à enjeu. Et chaque fois, les services proposent des formats très innovants, classes en entreprise, témoignages de professionnels, mois thématiques sur un métier ou encore table ronde locale. Par exemple, le dispositif Marrainage Industrie avec 2 L propose à des collégiennes et des lycéennes de découvrir une entreprise industrielle aux côtés d'une professionnelle inspirante. C'est un peu la même démarche que celle que nous portons avec Anne Beignet et Jean-Patrick Gilles depuis 2 ans à l'occasion du 8 mars avec l'association Femmes et Sciences en partenariat avec des entreprises et des laboratoires de la région, privés ou publics, et qui, pour toucher en fait des lycéennes des 6 départements. Je voulais également souligner le soutien de la région dans le cadre du CTAI à la formation des professionnels qui accompagnent les femmes primo-arrivantes pour mieux prendre en compte leurs difficultés et mieux les orienter vers la formation. Enfin, un troisième axe pour prévenir les violences sexistes et sexuelles et déconstruire les stéréotypes sexistes. En matière de prévention des violences sexistes et sexuelles, la région agit en appui des réseaux associatifs de promotion des droits des femmes, des enfants et des personnes LGBTQIA+, d'aide aux victimes de violences, réseaux d'éducation populaire qui chaque jour font vivre les valeurs de l'égalité et de la solidarité dans notre région et dont je veux saluer le travail. Beaucoup de ces associations sont aujourd'hui menacées et contraintes de supprimer des emplois. Je crois que je n'ai pas une journée depuis quelques semaines sans qu'on m'annonce des suppressions de postes dans ces associations, faute de moyens suffisants et alors même que les besoins augmentent. Nous considérons que leur rôle est central. C'est pourquoi la région a renforcé, sinon maintenu son soutien. Rien que sur les financements d'emplois, grâce au dispositif Capasso, la région est intervenue dans ce secteur à hauteur de 749 000 € entre 2023 et 2025. Un soutien qui s'étend à l'organisation d'événements, d'initiatives, de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, à l'éducation à la santé sexuelle et à la vie affective, en particulier auprès des jeunes dans nos lycées. Le soutien régional est également renforcé par des collaborations, dont celle que nous avons initiée avec la Fédération régionale des centres d'information des droits des femmes et des familles et le planning familial, qui nous permet de déployer un programme de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles destiné aux élèves de première année en soins infirmiers et élèves aides-soignants. L'objectif est de les sensibiliser au repérage, à la prévention et à la prise en charge des victimes. D'autre part, ces publics sont exposés dès la formation initiale. Vous avez les chiffres dans le rapport d'une consultation menée par l'Ordre national des infirmiers en 2024 qui montre qu'un quart des professionnels indiquent avoir été confrontés à des violences dès la formation et en particulier durant les périodes de stage. Et d'autre part, dans leur pratique professionnelle, ces futurs infirmiers, infirmières et aides-soignants rencontreront inévitablement des victimes de violences intrafamiliales, conjugales, et ils et elles doivent y être préparés. La question de la formation des professionnels, et pas seulement des professionnels de santé, mais de la police, de la justice, des travailleurs sociaux,
du corps enseignant, elle est fondamentale si l'on veut mieux repérer les violences et mieux protéger les victimes. Comme il est crucial de sensibiliser dès le plus jeune âge pour changer réellement, profondément les mentalités. Et à ce propos, et pourtant, l'État vient d'être condamné le 2 décembre dernier pour inaction, pour non-application de la loi de 2001. Voilà. Voilà, donc vous trouvez dans ce rapport un large éventail de ce que la région met en œuvre pour plus d'égalité, pour prévenir les violences. Seulement, pour que la société progresse réellement et sans vouloir nous défausser, tout n'est pas à la seule main de la région. 6 ans après le Grenelle contre les violences conjugales, les chiffres témoignent de l'échec et de la démobilisation de l'État. 782 femmes ont été tuées depuis 2019 par leurs compagnons ou ex-compagnons. La hausse du nombre de féminicides pour l'année 2024 est fulgurante, plus de 11% par rapport à 2023. Les femmes parlent, elles dénoncent, mais continuent d'être tuées. Les chiffres 2025 dépassent ceux de 2024, avec 157 féminicides. Vous imaginez, c'est 2 fois le nombre de conseillers et conseillères régionaux qui siègent dans cet hémicycle, et l'année n'est pas terminée. Ni geste passionnel, ni fait divers, c'est un massacre, et ce n'est plus possible. Alors, plutôt que des insultes, ce que les femmes attendent, c'est une société qui les considère définitivement comme égales aux hommes, qui les protège en éradiquant la haine et les violences misogynes. C'est ce qui doit guider l'action publique, c'est en tout cas ce qui guide l'action de la région. Alors, l'actualité me permet de terminer par une note positive. Le Parlement vient d'adopter ce jour un texte mémoriel réhabilitant les femmes condamnées pour avortement avant la loi Veil, reconnaissant ainsi les drames et préjudices subis par les femmes ayant avorté dans la clandestinité. Je voulais partager cette information si vous n'en aviez pas encore connaissance, parce que c'est une vraie avancée pour notre mémoire collective, et en tout cas, moi, ça m'a vraiment fait plaisir. Voilà, merci.